Que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, il y a une question que mes élèves de master me posent tout le temps. Pourquoi diable, en France, on déteste les musulmans? Après tout ce que j'ai observé, après toutes les interviews que j'ai menées durant ces 10 dernières années, eh bien la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'on s'est fait entourlouper. Bonjour et bienvenue. Moi c'est William et j'enseigne la sociologie des mouvements religieux à l'université de Warwick en sociologie. Mais moi, j'aime bien parler de mouvements comme les Sikhs ou les évangélistes aux États-Unis. Mais les élèves, il y en a qui viennent à mes cours juste pour comprendre ce qui se passe en France. Et j'en ai marre. C'est fatigant. Donc j'ai décidé de faire pour eux cette vidéo en français parce que ça les fait travailler plus, mais sous-titres en anglais, car je suis gentil. Si vous n'aimez pas les musulmans, ne perdez pas votre temps avec cette vidéo, vous avez probablement 1001 raisons. Vous n'apprendrez rien de nouveau. Ce que j'essaie de faire ici, c'est simplement d'apporter des éléments historiques, sociaux et politiques à cette question que mes élèves me posent incessamment. Premier point. En France, on est un peu allergique à tout ce qui touche à la religion. Croisade, massacre de la Saint-Barthélemy, Révolution française, abolition des privilèges du clergé, séparation de l'Église et de l'État. En France, tout ce qui touche de près ou de loin à la croyance, eh bien ça dérange. Et ça n'a rien à voir avec la laïcité. Aristide Briand lui-même le disait en 1905. La soutane des prêtres, aux yeux de la République, n'a aucune valeur. Pourtant, lorsque dans le métro, on croise des bonnes sœurs, eh bien, on sent naître au fond de soi un sentiment de gêne. Et pareillement, lorsqu'on voit des personnes portant le voile dans la rue, on se pose des questions. Est-ce du prosélytisme? Veulent-elles nous convertir? Quelles sont leurs intentions? D'ailleurs, bonne nouvelle à tous ceux qui s'opposent au port du voile. De plus en plus de femmes en France renoncent à porter le voile. À cause de la pression sociale, des attaques, des discriminations, des insultes à répétition, elles craquent, car comment survivre si vous vous faites attaquer à chaque fois que vous sortez? En Angleterre et aux États-Unis, il y a des statistiques qui montrent que ces femmes expérimentent les mêmes symptômes que des soldats retournés du front, syndrome de stress post-traumatique. Ce qui me mène à mon deuxième point. En France, on en veut moins à l'islam qu'on en veut aux musulmans. Il faut voir la vérité en face. Parmi les musulmans en France, l'islam, ce n'est plus qu'un héritage culturel. Ce n'est pas une philosophie de vie, un cadre moral ou un cadre éthique. Beaucoup vont à la mosquée, beaucoup vont prier, mais peu vont se soucier de la protection des plus vulnérables, des pauvres, des sans-abri, des personnes âgées, de la protection de l'environnement. C'est une minorité. La plus grande partie des musulmans ne connaît même pas les textes. En gros, presque plus personne ne pratique l'essence de l'islam. C'est seulement quelques rituels visibles. Ce qu'on voit de l'islam en France, c'est très superficiel. Et le problème, c'est que les gens vont juger ce qu'ils voient. Par exemple, savez-vous qu'en islam, le meilleur des mariages, c'est celui qui engendre le moins de dépenses, le moins de nuisances? Alors forcément, en France, quand on va rencontrer des personnes qui pratiquent peu ou qui pratiquent mal l'islam, on va associer islam et nuisance de voisinage un samedi soir. Ceux qui savent, texte à l'appui, que l'islam est venu arrêter le saccage de la nature, abolir l'esclavage, abolir les féminicides, abolir le taux d'intérêt. Tout d'ailleurs comme toutes les religions abrahamiques, eh bien c'est une minorité. Si vous croisez un musulman qui fait ses 5 prières et qui vous dit texte à l'appui que l'islam c'est d'abord venu aider ceux qui sont les plus vulnérables dans la société, eh bien gardez-le en ami. C'est Superman, c'est Superwoman, je sais pas, c'est Super Muslim. Pourquoi par exemple en Pologne, est-ce que des personnes qui n'ont jamais croisé un musulman dans la vie, alors que les musulmans de Pologne font 0,001% de la population, pourquoi est-ce qu'ils les détestent? Eh bien mon ami Katarzyna Górak-Sosnowska à l'université de Varsovie, nom très polonais celui-là, a un nom pour cela, c'est l'islamophobie platonique.
Des gens qui, malgré le fait qu'ils n'ont jamais croisé de musulmans, ils n'ont jamais lu les textes, ils vont les détester. Ce qui me mène à mon troisième point. Les sentiments anti-musulmans sont dirigés vers un groupe ethnique en particulier. En France, la plupart des gens ne savent pas que la plupart des musulmans, ils ne sont pas au Maghreb, ils ne sont pas en Arabie Saoudite, ils sont en Indonésie, ils sont en Asie du Sud, en Inde, au Pakistan. Et pourtant, combien de actes de haine, combien de discours à l'encontre des musulmans indonésiens, des Malaisiens, des Singapouriens, des musulmans vietnamiens. Parce qu'on n'en voit presque pas. Ironie du sort, il y en a pas mal qui se prononcent à l'encontre de l'islam en France, qui tout à coup vont se sentir concernés par le sort des musulmans chinois, les Ouïghours, que l'on enferme dans des camps de concentration. Quel lien ont-ils avec la Chine ? Je ne sais pas, est-ce que ce sont des personnes qui ont une licence de mandarin obtenue à l'INALCO ou à Paris 7, Denis Diderot ? Est-ce qu'en France on se soucie des Turcs ? Est-ce qu'on se soucie des Bosniaques ? Et qui sont les plus visibles ici ? Bien entendu, ce sont les personnes du Maghreb. Et pourquoi ? Vous connaissez l'histoire. Quand il fallait reconstruire le pays, qui est-ce qu'on a appelé ? Et croyez-moi, ce n'est pas le Gondor qui a répondu. Quatrième point, conscience et mémoire collective. Le problème, c'est que les pays du Maghreb, ils ont fait partie des colonies, ils étaient des départements français. Et beaucoup, ici, sont nostalgiques du temps des colonies. On a romancé ce qui est devenu des destinations exotiques dans la mémoire collective, où l'on pouvait venir et faire comme bon nous semble. Le temps des colonies, c'est un temps fantasmagorique. C'est un temps où se mélange la crainte du sauvage, la crainte du barbare, qu'il faut civiliser en service ambulatoire d'urgence. C'est le désir pour cette ère de soleil, cette ère de saveur, ces femmes mystérieuses qui se cachent sous leur voile, qu'il faut s'empresser de retirer. Et tout cela a un nom. Ça s'appelle l'orientalisme, qui est un style de peinture également. Peinture à l'huile ou à gouache, peu importe. C'est de l'orientalisme, voilà tout ce que c'est. Mais le problème en France, c'est qu'une personne nommée Sarah ou Fatima a maintenant de plus en plus de probabilités de travailler chez KPMG ou Accenture et se rendre au boulot au volant d'une Tesla Model S P100D customisée. Mais remontons le temps. La dernière fois que la conscience collective a parlé des musulmans, c'était au temps d'Assassin's Creed, au temps du Dernier Royaume avec Orlando Bloom et Edward Norton, le temps des croisades. Et quand on a parlé de ça pendant des siècles, eh bien ça reste dans la mémoire collective. On a retenu dans la mémoire collective que le musulman, c'était cet être méditerranéen, assoiffé de sang chrétien, venu en horde nous envahir, tuer nos femmes et violer nos troupeaux. Mais le problème, c'est encore une fois Sarah ou Fatima qui travaillent chez KPMG ou Accenture et se rendant au boulot au volant de leur Tesla Model S P100D customisé, développant 762 chevaux et 660 Nm de force de couple, eh bien elles ont plus soif d'un 3 pièces dans Paris, près d'une bouche de métro et d'une école, que de sang chrétien, sauf si elles sont des vampires. Vous en avez vu, vous, beaucoup de vampires ? À part dans des films comme Only Lovers Left Alive, des vampires qui font de la musique et qui se rendent en vacances au Maroc. Les vampires, c'est aussi laïque qu'un beignet aux pommes de chez Intermarché, ils ne discriminent pas. Mais parlant de sang chrétien, où est donc passé le sang chrétien de la France ? Dans les commentaires, on me demande, moi j'aimerais bien savoir, ces groupes de défense culturelle de la France, quel est leur programme pour protéger la France de l'athéisme et de l'agnosticisme rampant qui ravage nos campagnes ? Cinquième point, on s'est fait entourlouper par des élites. D'où croyez-vous que sortent des théories comme celle du grand remplacement ? Est-ce que vous vous êtes posé la question, ne serait-ce qu'une fois ? Franchement, si ces musulmans voulaient nous grand remplacer, eh bien il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. Prenez par exemple tout l'argent qu'il y a dans les pays du Golfe, donnez-le aux Indonésiens pour qu'ils achètent des armes et qu'ils marchent
sur l'Europe, appeler en renfort le Pakistan et l'Iran qui sont des puissances nucléaires, et paf, ça fait des chocs à pic. L'Europe, grand remplacé, l'Amérique du Nord, grand remplacé, l'Australie, grand remplacé, l'Antarctique, grand remplacé. Avec 1 milliard d'Indonésiens, vous avez de quoi faire. Mais pourquoi ça ne s'est pas passé comme prévu? Qu'est-ce qu'ils font, ces musulmans, à subir pendant des décennies, en France, l'humiliation, le racisme, alors qu'ils pourraient changer les choses d'un claquement de doigts? Comment est-ce que ça fonctionne, ce grand remplacement? Est-ce qu'on s'est trompé de cible pendant tout ce temps? Où est donc notre outrage à l'encontre de pays comme l'Arabie Saoudite? Un pays dictatorial qui bafoue les droits humains en plein jour, avec qui la France est bien contente de faire du commerce, de vendre des armes qui vont servir à créer de la famine à travers le monde, ou à tuer des journalistes dans les ambassades à coups de scie sauteuse. Où est l'outrage à l'encontre du Qatar et des Émirats, des pays esclavagistes, où l'esclavage se produit encore en plein jour et à qui on est bien content de vendre nos clubs sportifs et nos biens immobiliers classés monuments historiques? Imaginez si tous les efforts concentrés à l'encontre de ces personnes du Maghreb, on les concentrait à boycotter le pouvoir que l'on donne à ces pays du Golfe. Mais posons-nous bien la question, à qui profite donc notre outrage à l'encontre des musulmans du Maghreb et notre silence à l'encontre des pétrodollars? À qui profitent les millions qu'ils injectent dans l'économie? Qui reçoit donc cet argent? Est-ce que c'est l'oncle Didier qui élève des moutons dans le Verdon, qui est au bord du suicide car il est surendetté? Et que fait notre gouvernement pour les agriculteurs? Est-ce que c'est ma mère qui a passé plus de 30 ans derrière la caisse d'un supermarché? Est-ce que c'est mon père qui, malgré ses diplômes, se trouve chômeur longue durée, car en France, on refuse d'embaucher les plus de 50 ans? Qui, dans nos familles, a reçu ne serait-ce qu'un seul de ces pétrocentimes? 6e point, en guise de conclusion. Le problème, c'est pas la compatibilité de l'islam avec la France. Ce n'est pas la compatibilité de culture du Maghreb avec la France. Parce que depuis la colonisation, on leur a tellement mis la misère que la majorité se fonde dans la masse. Complètement silencieux, on leur a privé de stabilité financière, de visibilité. On les a privés de représentation politique, médiatique. Le problème, c'est qu'en se concentrant sur ces personnes qui n'ont virtuellement pas de pouvoir, on a laissé entrer les véritables loups dans la bergerie. Car les investissements en France, de ces pays du Golfe, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont financer avec ça, à part la guerre et la misère? Leurs orgies dans le désert, où l'alcool coule à flot, leurs hôtels de prostitution. Sachez que le Golfe, c'est parmi une des plus grandes plateformes de prostitution au monde. Est-ce que c'est dans ces investissements que vont nos impôts? Pourquoi est-ce qu'on va leur donner autant de pouvoir? Où se trouvent les véritables ennemis de la France? Sont-ils ceux qui font leurs courses chez Aldi ou qui font leurs emplettes chez Gucci? Gucci, Aldi, ça se finit par I, mais ce n'est pas la même chose. Pendant qu'on a été occupé à protéger ces éléments culturels, symboliques, on a laissé pourrir le noyau. On veut protéger les apparences, mais on a sacrifié l'essence de la France. On l'a vendue. À qui? À quoi? Ça va plus loin que le Golfe. On l'a vendue à ce qui s'appelle le néolibéralisme. La culture française, elle ne se fait pas grand remplacer par l'islam. Elle ne se fait pas grand remplacer par la culture du Maghreb. Elle se fait grand remplacer par cette culture du chiffre qui divise nos familles, qui transforme nos voisins en ennemis, qui nous dit que c'est OK de mettre nos grands-parents en maison de retraite, qui nous dit qu'il n'y a aucun problème à sacrifier nos langues régionales.
C'est cette culture, le néolibéralisme, que tout est chiffré et tout est à liquider. Nous ne sommes plus des citoyens, nous ne sommes plus des personnes, nous sommes des produits à vendre et à exploiter. Et ironie du sort, voilà quelque chose avec quoi les musulmans de France seraient bien d'accord. Tous ces pays vers lesquels on leur dit de retourner, ces pays dictatoriaux qui bafouent les droits humains, baignant dans la corruption. Parlez-leur donc de l'Arabie Saoudite et voyez qu'est-ce qu'ils en pensent. Merci pour votre attention, mais ne souscrivez pas à ma chaîne. Mon contenu est spontané, aléatoire. Et pire, parfois il est en anglais. Ne perdez pas votre temps. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà trop sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.